Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'école du quotidien. Au sommaire aujourd'hui, comment parler de l'Antiquité aux élèves et au fond pas qu'aux élèves. Ce sera le sujet de notre discussion avec l'invité du Grand Oral, l'historienne Marie-Pierre Dos. L'Antisèche d'Amal Laoui, ou comment l'actualité résonne dans les programmes. L'actualité culturelle, c'est la réouverture de la salle du jeu de paume au château de Versailles. Les programmes évidemment ceux d'histoire puisqu'on parle ici de la Révolution. Petite récré comme toujours dans la quotidienne et à l'heure de la récré toujours avec Amal. On va repartir en Grèce antique, mais cette fois sur TikTok. Et puis comme tous les jeudis, on poussera la porte de notre infirmerie pour retrouver la psy de l'émission, la chroniqueuse Sophie Marinopoulos. Tragédie encore, mais cette fois elle n'est pas grecque et elle se passe dans la vie réelle. Comment faire face à la désespérance des adolescents. La quotidienne de School TV, c'est parti, Grand Oral. Une bibliothèque de podcasts dont le contenu et la durée sont spécialement dédiés à des usages pédagogiques. On vous a déjà parlé de ce genre de plateforme dans l'émission. Celle dont on va vous parler aujourd'hui est tout à fait singulière puisqu'elle concerne la culture de l'Antiquité et c'est absolument passionnant. Son titre Storiae Nostrum, il y a la Mare Nostrum, c'est notre mer, c'est la Méditerranée, et Storiae Nostrum sont nos histoires communes et ça fait partie du projet Histoire vraie de Méditerranée, projet qui a été lancé en 2015. Marie-Pierre Dos, bonjour. Bonjour David. Vous êtes maîtresse de conférence en histoire grecque à l'université de Paris 8. Comment est née l'idée de Storiae Nostrum ? Elle est née de la volonté d'expérimenter d'autres formes de faire de l'histoire. Donc moi je suis donc maîtresse de conférence comme vous l'avez dit. J'ai l'habitude de faire des colloques, des articles, des choses très, très pointues sur des sujets qui quelquefois rassemblent une cinquantaine de personnes. Et je voulais élargir ce champ et répondre aussi à des attentes des étudiants ou des lycéens en fait. Donc tester des terrains nouveaux en quelque sorte. Autour de l'Antiquité, qui est un sujet qui alors ça fonctionne bien à l'école. Quand je vous ai fait la remarque, juste en entrant dans le studio, vous m'avez dit mais pas que à l'école. Qu'est-ce qui fait que l'Antiquité nous fascine à ce point-là, selon vous ? Alors l'Antiquité, il y a plusieurs choses. Moi, ce qui m'amuse et me perturbe aussi quelquefois, c'est d'abord la mythologie. La mythologie intéresse toute personne a quelques petites références mythologiques. La différence entre mythologie et histoire, c'est des terrains aussi qu'on creuse. Donc, parce que la mythologie, le mythe, étymologiquement, c'est le récit fondateur, c'est ça. Voilà. Donc, alors, et qui va être malaxé, travaillé, qui va parcourir les siècles ou les millénaires. Voilà. Et puis après, il y a tous les domaines du plausible aussi. C'est un peu ce qu'on explore à travers ces projets de podcast, puisque c'est à partir d'artefacts, de sources archéologiques, imaginer une histoire plausible d'un personnage qui n'a pas existé. Donc vous allez retrouver une trace. On sait que, je sais pas quoi, qu'une jeune fille a vécu à tel endroit. On va lui trouver un nom qu'on n'a pas forcément. Ou prendre un nom parfois qu'on a. Voilà, qu'on va transposer dans une histoire, en fait. Et là, on imagine. Exactement, à partir d'une source, d'un objet. On imagine alors On imagine, en fait, on travaille vraiment, c'est un projet collectif. Donc, il y a historien, archéologue, un écrivain. Alors, cette année, c'est une année dédiée à l'Albanie. Donc, on travaille avec Gazmen Kaplani, en fait, et tous les services archéologiques albanais aussi. Donc, c'est une trame qui est proposée par un archéologue ou un historien, dont s'accapare Gazmen, en fait. Et après, donc, il y a tout un travail collectif. Et enfin, la dernière touche finale, c'est un travail de création sonore qui, cette année, est organisé par Makis Solomos, qui est un collègue de l'Université de Paris 8, professeur de musicologie, et ses étudiants du master création sonore. Voilà. Un exemple en résumé, forcément, d'une histoire. Voilà. Alors bon, je travaille sur les pires antiques, en fait. Et donc, on a imaginé l'histoire. Donc les pires antiques, c'est une zone de la Grèce, c'est ça. Nord-ouest de la Grèce, vraiment une zone frontalière ou périphérique, comme souvent on dit, une autre Grèce selon les termes de Pierre Cabane, et l'histoire d'un berger. Il lui arrive quoi ? Il lui arrive qu'il veut se marier, le berger, il s'ennuie dans ces montagnes. Donc il va consulter l'oracle de Dodone, et sur l'oracle de Dodone, on a des petites lamelles oraculaires sur lesquelles les gens en fait posaient des questions. C'est l'histoire sociale qui est finalement assez peu connue, assez peu exploitée par les historiens. Quel genre de questions ? Justement, est-ce que je dois prendre une femme ? Où est-ce que je dois aller la chercher ? Est-ce qu'elle va me donner des enfants ? Est-ce qu'il faut que j'en change de femme ? Bon, là, c'est les préoccupations de ce berger qui veut se marier. Donc, vraiment des préoccupations très, très simples d'histoire sociale. Est-ce que je dois changer de métier ? Est-ce que je dois bouger, en fait, dans ma vie ? Justement, comment je suis malade ? Comment je peux me soigner ? Comment m'enrichir ? Est-ce que je vais vraiment être heureux ? Voilà, c'est une source assez inédite, assez peu connue, très compliquée à utiliser, et peut-être que finalement... Très compliqué à utiliser parce que... Par les historiens, parce que c'est des petites lamelles en plomb vraiment qui sont minuscules, en très mauvais état, avec ces questions très simples, un peu arides. Donc l'entrée par la fiction et le plausible est aussi une entrée extrêmement intéressante. Voilà. Le choix du podcast, parce que vous pourriez écrire toutes ces histoires-là, alors pourquoi les faire aussi en podcast ?
Parce que en fait, là, d'un point de vue éducatif, c'est quand même quelque chose qui explose en ce moment. On a aussi beaucoup réfléchi pendant le confinement. C'est beaucoup d'enseignants utilisaient des podcasts. Moi, la première, j'enseigne à tous les niveaux à l'université. J'ai utilisé énormément de podcasts, en fait. Et donc, c'est aussi un format qui nous a paru extrêmement intéressant, d'autant qu'on y a cet aspect création sonore, en fait. Donc, il y a une espèce d'immersion qui passe non pas par l'image, mais le son et une récréation. C'est pas une illustration sonore. C'est une recréation. Exactement. Et les étudiants de ce master ont fait un travail formidable dans la dernière série. Voilà. Marie Pierdos, maîtresse de conférences en histoire grecque à l'Université de Paris 8, invitée de notre grand oral. On se retrouve dans quelques minutes. C'est l'anti-sèche pour le moment. Comment l'actualité résonne dans les programmes. Amal Laoui. L'actualité culturelle donc, bonjour Amal. Bonjour Emmanuel. C'est la réouverture de la salle du Jeu de Paume qui est située à quelques mètres en fait du château de Versailles après plusieurs mois de restauration. Après 8 mois de restauration, la salle du Jeu de Paume rouvre ses portes le 1er avril. On va faire un petit peu d'histoire. Alors la salle du Jeu de Paume de Versailles a été édifiée en 1686 pour les besoins de la cour qui y pratiquait un jeu de raquettes. Donc le Jeu de Paume, c'est l'ancêtre du tennis. Cette salle est restée célèbre dans l'histoire de France. Le serment. C'est ça, prononcé le 20 juin 1789 par les députés du tiers-État et qui prendra donc le nom du serment de Jeu de Paume. Un moment très important de la Révolution et ce faisant de l'histoire de France. Oui, c'est ça, les députés du tiers-État ont fait le serment de ne pas se séparer avant l'élaboration d'une constitution. Une constitution qui doit mettre fin à la monarchie absolue. Donc cette célèbre salle du Jeu de Paume qui rouvre ses portes a aussi été convertie en musée de la Révolution à partir de 1880. La Révolution, chapitre donc forcément très étudié à l'école. Dès l'école primaire. Dès l'école primaire, dès le cycle 3, dans le chapitre sur le temps de la Révolution et de l'Empire. Donc en classe de CM1, les élèves vont étudier la période de 1789 au Premier Empire qui conserve certains des écrits révolutionnaires. Donc ces temps de la Révolution et de l'Empire courts s'opposent au temps long des temps des rois étudiés précédemment par les élèves. Ce thème est en fait en lien avec l'enseignement moral et civique qui met en avant les principes de la démocratie représentative en France et en Europe, mais aussi les valeurs et symboles de la République française. Chapitre qu'on va retrouver ensuite dans la continuité du programme d'histoire et qu'on va approfondir comme d'habitude au collège. Exactement, les élèves retrouveront dans la classe de CM2, toujours en cycle 3, l'héritage de la Révolution française dans un chapitre consacré au temps de la République, en particulier dans le premier sous-thème qui s'intitule 1892, la République fête ses 100 ans. Au cycle 4, les élèves de 4e retrouveront toujours la Révolution et l'Empire dans un autre chapitre intitulé le 18e siècle, expansion, lumière et révolution. Le thème les replacera donc dans les cadres des mutations du XVIIIe siècle et de l'expansion européenne. Objectif de cet enseignement ? Alors l'objectif principal de cet enseignement est de faire comprendre à l'élève que la Révolution française constitue une rupture majeure, que le temps de la Révolution et de l'Empire est une époque fondatrice qui ouvre la période contemporaine. Les élèves devront donc maîtriser la chronologie des événements pour se repérer dans le temps. Ce chapitre va aussi permettre de travailler la compréhension des documents, puisque les élèves vont se pencher sur des moments fondateurs évoqués à partir de documents comme des œuvres picturales, mais aussi sur un texte fondamental, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc le travail sur des documents comme celui-ci permet entre autres de développer plusieurs compétences, donc raisonner, justifier une démarche et les choix effectués, et la compétence coopérer et mutualiser, puisque les travaux en commun peuvent être réalisés à cette occasion. Donc les élèves vont pouvoir travailler en groupe grâce à ce chapitre. Et comme toujours, on se forme à la citoyenneté, puisque nous avons des programmes scolaires qui font que, après, les élèves ne votent pas ou votent abandon, mais malgré tout, ils sont faits pour ça. Oui, c'est ça, la contribution. Il y aura un bug à un endroit quand même. La contribution de ce chapitre au parcours citoyen est évidente. Elle concerne les symboles et valeurs de la République et l'examen de textes fondateurs, comme je l'ai dit à l'instant, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Allez, puis on peut aller faire donc de l'histoire sur place en allant au château de Versailles, du moins juste à côté, dans cette salle du Jeu de Paume qui vient de rouvrir. Merci beaucoup, Amal. On se retrouve tout à l'heure pour la récré. À tout à l'heure. Suite du grand oral, Marie Pierdos. Partir à la découverte de Derdas, je ne sais pas comment on prononce d'ailleurs, le berger molosse, de Mélanie P, l'esclave Corax. Je ne sais pas qui sont les Corax. Qui sont les Corax ? Un peuple des steppes. Un peuple des steppes, de Philto, l'adolescente d'Olbia, ou encore d'Hermolaos et de Diermos. C'est ce que propose Sturdier Nostrum, une série de podcasts dont on parle avec Marie Pierdos, maîtresse de conférences en histoire grecque à l'Université de Paris 8 et invitée de notre grand oral. Je vais vous interroger dans 3 secondes sur votre parcours, mais juste l'Antiquité. Je disais que c'est un succès fou. Alors la mythologie, mais pas seulement la mythologie. On parlait des programmes, et on parle toujours des programmes avec Amal. Elle n'est pas si présente que ça, l'Antiquité. Non, bien sûr que non. Souvent, c'est des souvenirs de 6e, en fait, Amal.
hein. C'est à peu près ça. Et après, on oublie. Après, on oublie, il y a un petit retour en seconde, voilà, dans le cadre justement de la citoyenneté. Et c'est souvent, alors, le cadre de la citoyenneté, c'est Périclès, c'est Athènes, c'est l'époque classique. Donc là aussi, ces histoires de podcast, on essaie d'emmener les gens sur des terrains un peu différents, des terrains pas forcément connus. Vous voyez, les Pires, c'est assez peu connu. Hein. Vous dites, ça casse l'image d'Épinal du Péloponnèse, Oui. donc qui est la zone de la Grèce qu'on connaît le mieux, en fait, et dont on parle le plus. Vous, votre rencontre à vous avec cette passion, alors, parce que si vous aviez eu juste 3 cours en 6e... C'est à l'université que ça s'est fait, vraiment. Ouais. Hein, et j'ai souvent une éducation un peu à l'envers, parce qu'il se trouve que j'ai rencontré d'abord un épigraphiste qui travaille sur la Macédoine, Miltiades Edzopoulos, que j'ai eu en 2e année à l'époque, qui nous a parlé de la Macédoine. Voilà, ça a commencé comme ça, mon histoire de la Grèce. Et après, Pierre Cabane, avec qui j'ai fait à l'époque mon DEA, mon mémoire de maîtrise, puis ma thèse, qui lui travaillait sur la partie voisine, en fait, les Pires antiques. Donc j'ai commencé par l'histoire de la Grèce du Nord, des régions donc, qui ne sont pas forcément, voire pas du tout, organisées en cité, mais plutôt en fédération de peuples. Donc quelque chose d'assez original, donc vous voyez, qui est encore aujourd'hui très peu présente dans les manuels des étudiants, en fait. Hein. On parle toujours de la cité, on la retrouve en philo aussi, d'ailleurs. Bien sûr. Voilà. Alors que cette forme à la fois politique, économique, sociale est extrêmement originale et sur laquelle il y a énormément de champs de recherche à faire. Voilà. Il y a des histoires qui vous plaisent ou qui vous touchent particulièrement sur la plateforme Storia Nostrum, vous ? Mais en fait, il y a aussi vraiment une ligne qu'on essaie de suivre, c'est faire l'histoire de gens ordinaires, en fait. Hein, oui, vous nous parliez de ce berger qui cherche à savoir s'il faut qu'il se marie ou pas, si oui, avec qui. Voilà. Donc des gens ordinaires qui, justement, les aristocrates, c'est souvent la parole ou les écrits des élites qu'on connaît dans la Grèce antique, en fait. Hein. Un berger, beaucoup moins. Les femmes, c'est très compliqué, il y aura des histoires de femmes aussi. Les enfants, là aussi, c'est un champ très, très intéressant. Donc, vous voyez, des gens qui ont été un peu oubliés par l'histoire, en fait, ou qui ont laissé très peu de sources. Pas que dans l'Antiquité. Bien sûr. Ce que vous dites là, on pourrait le dire bien sûr. Absolument tout le continuum historique. Sauf que dans l'Antiquité, on a quand même un problème de sources qui sont beaucoup plus restreintes que pour d'autres périodes de l'histoire, ou des sources très compliquées à utiliser, quelques fragments archéologiques à partir desquels il faut construire une histoire ou imaginer cette histoire plausible. Vraiment, les historiens qui travaillent sur ces époques-là, comme vous, il faut, en plus des compétences méthodologiques, de la culture générale, historique qu'il faut avoir, il y a quoi ? Il faut avoir un peu d'imagination, un peu de poésie, un peu d'intuition, c'est quoi ? Alors, il y a à la fois une extrême rigueur scientifique, de l'intuition, certes, et puis aimer se poser des questions aussi. C'est fondamental pour un historien, comme pour tout étudiant en histoire d'ailleurs. Vivre avec le fait qu'on ne saura jamais ? Voilà, aussi. C'est pour ça que ce qu'on essaie de faire aussi, c'est essayer d'aller vers ces chemins du possible ou du plausible, si vous voulez. Donc entre, en effet, la rigueur, méthodologie, scientifique, les sources archéologiques, l'imaginaire d'un écrivain et l'imaginaire de créateurs sonores, voyez. Quand vous parlez de l'histoire telle qu'elle se fait, telle que vous la produisez, c'est très très éloigné de la façon dont on la raconte à l'école, où on donne des faits établis, on dit qu'il faut se souvenir de telle date, Je vais me fâcher avec mes collègues des programmes ou de primaire. C'est vrai que c'est compliqué, en fait, souvent, quand on enseigne en première année, de revenir sur des choses, des préjugés des élèves qui sont extrêmement forts. Déjà, le premier préjugé, c'est de dire que, il n'y a que l'histoire contemporaine qui les intéresse. Parce que sachant que le contemporain, ça commence pour vous en... Le contemporain, les périodes classiques, antiquité, médiévale, moderne et contemporain, donc le 19e, 20e siècle. 19 et 20e. Non, mais quand je dis contemporain, c'était pour préciser qu'on ne parle pas de l'actualité. Le contemporain, c'est 2 siècles chez l'historien. C'est quand même... tout à fait. Donc voilà, c'est parce que c'est juste des souvenirs très frais qu'ils ont vus au lycée, en fait. Et l'Antiquité, à la fois, ça les fait rêver, ou ça rappelle peut-être leur petite enfance de 6e, et puis ils ont plein d'histoires comme ça, mais ça leur fait peur, en fait. Donc déjà, il faut les rassurer. Et les rassurer aussi par rapport à s'ils ont pu apprendre la manière de travailler. Leur dire, attendez, on va travailler un peu différemment, on est à l'université maintenant. Donc, on va chercher, on ne sait pas tout. On ne sait pas tout, on va se poser plein de questions, on va voir ce que c'est que ces matériaux sur lesquels on travaille, donc les sources. Et que des sources, il y en a même pour l'Antiquité, il y a des inscriptions, il y a des textes, il y a des objets archéologiques, il y a même des images. Il va falloir croiser et voilà. Marie, Pierre Doss, on va se retrouver tout à l'heure. On prend toujours une petite récré, ça vous va ? On fait plus trop ça à l'université. Mais nous, on a gardé ce petit côté un petit peu scolaire quand même. Mais vous allez voir, elle n'est pas sans lien avec vos sujets. La récré. C'est pas sans lien, puisqu'on va parler des mythes et des mythes grecs avec vous, Amal. Avec ce compte TikTok qui revisite les mythes grecs avec humour, regardez. Ça me fait rien du tout.
Rien, alors là, j'en ai rien à foutre. T'es sûr, ça te fait rien? Parce que je vois des larmes qui coulent sur les croûtes. Donc la mythologie grecque qui reste plus que jamais d'actualité. Ils sont partout, les héros grecs. Ils sont partout, dans les films, les séries, les jeux vidéo, les jeux, les produits en tout genre, et même sur les réseaux sociaux, comme on vient de le voir sur cette vidéo. En tout cas, la culture grecque antique continue d'avoir une influence sur nos valeurs et notre pensée contemporaine. Elle est aussi omniprésente sur les écrans. Omniprésente sur les écrans, de nombreux personnages et héros tels que Achille, Hercule ou encore Ulysse inspirent les producteurs de films ou de séries télé. La liste d'œuvres dessinées au grand écran, au petit écran est très très longue. Parmi les films récents, il y a eu par exemple Le Choc des Titans, Troie, Hercule, etc. En tout cas, certains films s'inspirent également de la mythologie grecque pour construire leur univers ou développer leurs personnages. C'est le cas aussi d'Aquaman, par exemple, qui évoque clairement l'Atlantide de Platon. Et si ça fonctionne aussi bien, c'est aussi que ça renvoie à un ensemble de valeurs qui sont constitutives de l'histoire européenne. Oui, un ensemble de valeurs chères à l'identité européenne. De nombreux mythes peuvent être enseignés à tout âge sur différents thèmes. Pour chaque situation, eh bien, la mythologie grecque propose une histoire. On a déjà parlé dans une autre émission de la mythologie. En tout cas, la lecture et l'étude de la mythologie antique eh bien, permet aux élèves de mieux comprendre ce qui construit leur culture moderne. Là, on avait un exemple sur TikTok. Vous donnez un cours, Marie-Pierre Dos, jeux vidéo et antiquité. Oui, tout à fait. Et justement, j'ai fait une séance sur les jeux mythologiques. En fait, il y a Hadès, par exemple, qui a eu un gros succès quand même, juste très récemment, en fait. Et ça a été étonnant, parce qu'après, j'avais fait une séance aussi sur les jeux de guerre, par exemple. Il y en a beaucoup, jeux vidéo et antiquité sur les jeux de guerre. Et je pense que les jeux mythologiques, ça a été l'enthousiasme total, ils avaient plein de réponses, et ils ont vraiment une culture. Vous avez qui testé n'est pas... Bien sûr. Bien sûr, j'ai beaucoup travaillé. C'est pas mal ce truc-là. Justement, ça fait partie de ces expérimentations liées à ce qu'on appelle l'histoire publique. Voilà, essayer de toucher des... Il faudrait faire un petit test, on voudrait faire une émission, je voudrais faire une émission spéciale sur les jeux de vidéo de football et leur influence sur la réalisation d'une émission à School TV. Je me lance dans une grande enquête. Je vais vous repasser la parole dans 3 secondes pour la suite du Grand Oral, Marie-Pierre Dos. Mais donc voilà, on a bel et bien cette omniprésence de l'Antiquité, y compris dans le jeu vidéo. Merci Amal pour cette récré. La suite du Grand Oral. Des histoires qui racontent l'existence ordinaire des habitants des rives de la Méditerranée il y a 2500 ans. C'est le projet Storie Nostrum. Il y a une plateforme, vous allez sur Histoire vraie de la Méditerranée sur Internet, ça se trouve très très facilement. Et on en parle avec Marie-Pierre Dos, maîtresse de conférences en histoire grecque à l'Université de Paris 8, qui s'intéresse donc aujourd'hui aux jeux vidéo, qui fait des podcasts. Qu'est-ce qui fait quand on est enseignant, et ça c'est vrai qu'on soit dans le supérieur comme vous, ou dans le secondaire ou dans le primaire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment on se dit, tiens, la façon... d'abord que j'ai eu d'être enseigné moi-même et la façon que j'ai eu d'enseigner pendant des années, je peux rebattre les cartes et faire autrement. Qu'est-ce qui vous... Alors, vous avez cité le confinement tout à l'heure, mais il n'y a pas que ça. Non, il y a plusieurs choses. C'est que de plus en plus, il y a des étudiants qui s'inscrivent en histoire à l'université, qui sont venus à l'histoire, non pas par leurs cours d'histoire ou des livres d'histoire, mais par des jeux vidéo, par des expositions, par des séries télé, etc., etc. Et qui savent énormément de choses. Par ce type une passion dévorante. Exactement. Qui est née par des objets culturels grand public. Exactement. Il y a ça d'une part. Il y a d'autre part le fait qu'on parle beaucoup d'histoire publique aujourd'hui, qu'elle est faite par des personnes extrêmement diverses, et que je pense aussi que c'est à des historiens qui ont cette formation, qui ont une réflexion, un parcours de s'approprier cette histoire publique qui est trop souvent dérobée au profit de personnes qui s'approprient cet espace qui n'est pas forcément leur, tout simplement. C'est quoi l'histoire publique? C'est l'histoire... C'est une histoire ouverte au plus grand monde possible. À laquelle on peut tous contribuer en racontant. Et sur la plateforme d'ailleurs, il y a beaucoup d'autres dispositifs que Storie Nostrum. C'est aiguiser la curiosité de tout public, de tous âges, de les amener éventuellement à d'autres terrains que ceux qu'ils connaissent, en fait, d'approfondir des connaissances ou pas d'ailleurs, mais d'aiguiser cette curiosité par différents types de moyens. Les podcasts sont nés. Le cours que je fais sur justement jeux vidéo et antiquité, c'est pour développer un
esprit critique, parce que on sait très bien que ce sont des jeux. Je suis pas du tout dans une critique de la réalité, de la véracité, etc. Pas du tout. C'est apporter des outils critiques quand on a un jeu devant soi. Comment on va lire ces images, en fait, même si on sait très bien qu'elles sont avant tout là pour jouer, en fait. Et quelles sont les représentations d'identité, qu'est-ce qui est privilégié, pourquoi c'est si coloré, est-ce que la couleur, ça existe dans l'Antiquité. Vous voyez, il y a plein de questionnements qui sont possibles à partir d'un jeu vidéo sur l'Antiquité. Est-ce que la couleur, ça existait dans l'Antiquité ? C'est-à-dire ? Bien sûr. Ça pouvait ne pas exister ? Mais bien sûr que ça existe. Ah oui. Non, c'est la blancheur. Hein. Il y a Philippe Jocquet qui a écrit de très belles pages en fait, sur l'invention de la blancheur de la Grèce antique, qui est très récente en fait. Bien sûr que c'était coloré. Quand on dit de l'invention, c'est-à-dire qu'on a, nous, inventé une représentation de la Grèce antique. C'est blanche. Voilà, c'est une invention d'une Grèce blanche. Tout était très coloré et très coloré, des rouges pétants, des bleus pétants en fait. Et par exemple, à la fin du 19e, il y a des gens sur Delphes qui ont fait de très belles reconstitutions très colorées qui étaient proches de l'époque, alors que ça a été progressivement effacé pour des raisons idéologiques. Parce qu'on voulait montrer la blancheur. La blancheur. Et la perfection. Vous avez choisi la Méditerranée pour... comme terrain historique, c'est à la fois logique quand on parle d'Antiquité, mais c'est aussi une région avec laquelle on entretient aujourd'hui un rapport extrêmement sensible. Est-ce que le fait de s'intéresser à l'Antiquité, de donner la parole aussi, de pratiquer cette histoire publique, ça aide à mettre à distance, à comprendre, à aborder l'actualité ? Toujours. Bon, Amal tout à l'heure parlait de la citoyenneté. Les régions sur lesquelles on travaille actuellement, c'est fédération de peuples. Là aussi, c'est une réflexion politique en fait très importante qu'on n'a pas forcément en France. Moi, j'ai des collègues qui travaillent sur ces régions, qui sont italiens, qui sont suisses, qui ont beaucoup plus de clés de lecture. Enfin, c'est beaucoup plus présent en fait aussi dans les manuels scolaires parce que justement, nous, on a tout axé sur Athènes, la citoyenneté. Alors qu'il y a énormément de choses à faire. C'est aussi donner envie aux gens de découvrir, je vous dis, cette autre Grèce, comme dit Pierre Cabane, qui a été mon maître, qui n'est pas très présent dans les manuels. C'est pas la cité grecque, c'est autre chose. Et alors, sans parler du terrain de jeu actuel, qui est l'Albanie. L'Albanie aujourd'hui, vous voyez, terrain méconnu, je dis pour des raisons politiques. Exactement, et souvent maltraité, pas dans les médias, mais maltraité. Si, on peut le dire, parce que c'est vrai qu'on en parle généralement quand on parle et qu'il y a une d'organisation mafieuse et de choses comme ça. Donc sortir de ces système clichés, politique corrompu. Ouais. Sortir de ces clichés pour aller voir des terrains qui géographiquement sont extraordinaires et des sites archéologiques aussi. Ce sera ma question de la fin. Donc finalement, ce que vous me dites sur l'Antiquité et notamment sur la Grèce, c'est qu'on l'a instrumentalisé politiquement dans les programmes, de la même façon qu'on a réinventé à une certaine époque des héros français, des Vercingétorix et autres dont on n'avait pas parlé pendant 15 siècles parce qu'on s'en fichait, pour faire valoir quelque chose, mais au fond, c'est pas de l'histoire, quoi. C'est des choix politiques. Et le choix politique, ça a été de tout axer sur... C'est un choix politique, mais qui est tout à fait louable, de tout axer sur la citoyenneté, alors qu'il y a une extrême diversité des organisations politiques, économiques et sociales en Grèce antique. Et dans le bassin méditerranéen. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques minutes pour la conclusion de l'émission. Pour l'instant, on pousse, comme chaque semaine, la porte de l'infirmerie. Et derrière la porte, il y a Sophie Marinopoulos, notre chroniqueuse et psy. La question de la désespérance des jeunes. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, la question de la désespérance. Un sujet nécessaire parce que nos plus jeunes aujourd'hui sont très touchés. On entend régulièrement dans les médias la hausse des suicides chez nos jeunes. Ça fait longtemps que ma profession est inquiète pour nos jeunes enfants. Les suicides sont de plus en plus tôt. Les tentatives de suicide, les idées noires, les idées suicidaires, les états d'anxiété majeurs qui demandent des hospitalisations. On les voit dès les enfants de 9 ans, 10 ans, 11 ans, donc on arrive dans la préadolescence et on voit déjà ces signes de désespérance. C'est un sujet grave, c'est un sujet qu'on ne doit pas balayer, c'est un sujet qu'on doit prendre à bras-le-corps tous ensemble en se demandant mais que se passe-t-il ? Comment se fait-il que nos plus jeunes n'ont plus d'espoir, au point qu'ils viennent nous le signifier par des symptômes et des passages à l'acte. Alors il y a très récemment encore, il y avait des directeurs d'hôpitaux qui nous disaient que dans leur service de pédiatrie, ils remarquaient une concordance entre les annonces
noir sur le Covid, sur la situation du Covid, sur le nombre de morts, sur le manque de lits, etc., et l'arrivée massive des jeunes dans leurs services. Et on voit bien à quel point ces informations permanentes, en boucle, viennent véritablement intoxiquer la pensée de nos plus jeunes. Ils ont pas de recul, ils ont plus de recul. Ils ont peur pour eux, mais ils ont surtout peur pour leurs proches. Par exemple, je me souviens d'un adolescent qui avait entendu qu'on ne prendrait pas les vieux dans les services, que les plus âgés, on ne pourra pas les soigner, il y a trop de monde à soigner. Et il était terrorisé à l'idée qu'on ne prenne pas soin de sa grand-mère qui habitait loin. Donc on voit que nos plus jeunes, qui sont aussi des idéalistes, qui ont besoin qu'on fasse attention les uns aux autres, ils perdent l'espoir, mais surtout, ils perdent le sentiment qu'ils peuvent agir. La désespérance, c'est je ne suis pas acteur, je ne peux pas être acteur, ni de ma vie, ni de mon destin, ni de ce qui se passe autour de moi. C'est d'ailleurs tous les thèmes autour de l'éco-anxiété, avec les informations autour, bien entendu, de la crise climatique, la crise environnementale. Et il y a un moment, tous ces jeunes se disent, mais devant, il n'y a rien, il faut que ça s'arrête. Et il faut que ça s'arrête, ça entraîne le passage à l'acte, ça entraîne la tentative de suicide. Donc on voit que de quoi ont besoin nos plus jeunes, mais de quoi nous avons tous besoin, c'est un besoin humain, mais les adolescents nous le disent de manière encore plus criante, c'est de pouvoir être acteurs de notre vie, de pouvoir agir sur notre destin. C'est la même chose quand un enfant, un adolescent est à l'école. Il doit à la fois recevoir un enseignement, mais aussi il doit pouvoir transformer cet enseignement. C'est-à-dire qu'il doit pouvoir en faire une matière qui lui est propre. C'est ça la connaissance. C'est recevoir une information et la transformer pour soi, pour comprendre de quoi le monde est fait et comment il agit et comment moi je vais prendre ma place et comment je vais agir dans ce monde. Donc accompagner nos plus jeunes, accompagner nos adolescents, c'est avoir en tête que parmi les besoins fondamentaux de l'adolescence, c'est que justement ils gardent toujours le sentiment qu'ils sont acteurs de leur propre vie et qu'ils vont compter dans cette vie à venir. Merci à Sophie Marinopoulos qui réussit toujours à mettre de la lumière dans les sujets les plus inquiétants. Merci Marie-Pierre Dos de nous avoir accompagnés pendant toute cette émission, maîtresse de conférence à Paris 8. Story Nostrum, donc on le trouve sur Internet, on tape Story Nostrum. Tout à fait. Tous les podcasts, cette histoire extrêmement vivante. Vous organisez aussi moi je découvre plein de trucs, j'ai envie de retourner à l'université. Amal, est-ce que vous savez qu'avec eux on fait des siestes ? Non, je ne savais pas. Mais des siestes archéologiques. Qu'est-ce qui se passe pendant une sieste archéologique ? Je fais une sieste archéologique, si ça vous ennuie pas. Pas à l'université, mais c'était au musée d'histoire de Marseille, l'été dernier, vraiment, qui est un superbe lieu. Donc c'était une des premières restitutions. Donc, parallèlement au projet, il y a plein de restitutions publiques qui vont prendre différentes formes, des formes classiques ou moins classiques comme les siestes archéologiques ou un arbre à casque que sont en train d'inventer les étudiants de Paris 8. Un casque comme un casque. Exactement, un arbre à casque avec toutes les histoires dessus. Voilà, il y a eu tout récemment, c'était fin mars, une soirée autour de l'Albanie. Vous allez en faire une autre en Albanie, donc ça c'est un petit peu plus compliqué. Mais donc vous guettez sur le site Story Nostrum. Merci beaucoup, merci Amal, merci également à toute l'équipe, Colline Hamel qui nous donne ses mines enchanteresses et qui nous maquille, Marine Plantec assistée par Charles Fontaine pour la préparation de l'émission. Le son, c'est Amanda Montero, la réalisation, c'est Benoît Parti. Vous restez sur School TV évidemment et vous nous retrouvez en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.